Messire, messire! Messire, la bête est là! Oui. La bête a encore frappé! Comment? Mais... excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette barbe? C'est pas une barbe 18e? On vous a dit on est sur un tournage 18e. Ma barbe? Ouais, je sais pas, moi. J'aime bien comme ça, quand même, ma barbe. Allez, trouvez une solution. Je sais pas ce que vous faites, mais trouvez une solution. On recommence. Messire. Oui. La bête a encore frappé! Quoi? Ça va, c'est quand même tendance le masque, non? On voit plus ma barbe en plus, donc c'est pas de problème. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire des Lumières. Alors ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la fameuse bête du Gévaudan. Cette bête du Gévaudan qui a laissé derrière elle pas moins d'une centaine de victimes pendant le XVIIIe siècle dans la région du Gévaudan, ça ne s'invente pas. Et si vous connaissez un petit peu cette histoire aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien c'est parce qu'il y a tout un mystère qui entoure justement cette histoire. On ne sait toujours pas aujourd'hui qui était vraiment cette bête? Était-ce un loup? Était-ce un loup-garou? Était-ce un complot monté? On n'en sait rien et on va essayer justement aujourd'hui de tirer cette histoire un petit peu au clair. Notre histoire commence le 30 juin 1764. À cette date, Jeanne Boulet, jeune paysanne de 14 ans, se fait sauvagement attaquer et tuée, malheureusement, aux confins du Languedoc et de l'Auvergne. Alors, cette agression est déclarée comme étant le premier meurtre officiel de la bête du Gévaudan. Dans les faits, et en ayant parcouru un petit peu les écrits, on se rend compte qu'il y a certains meurtres qui ont été perpétrés avant cette date et qu'on pourrait facilement rattacher à la bête, mais voilà, c'est Jeanne Boulet qui est officiellement la première victime. C'est le début d'un long massacre qui va durer pas moins de 3 ans. De 1764 à 1767, on va dénombrer de 88 à 124 cadavres. Alors ce chiffre varie beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a peut-être attribué des morts par erreur à la bête du Gévaudan. Les principales victimes sont des femmes et des enfants, car ce sont eux qui sont envoyés dans la montagne pour s'occuper des troupeaux. Ce sont des cibles isolées, ce sont des proies faciles pour notre bête. Avant de nous aventurer un petit peu plus loin dans notre histoire, il faut resituer le contexte historique. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes à la fin du règne de Louis XV, et nous sommes justement dans ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Alors ce siècle des Lumières a amené justement partout en France toutes sortes de révolutions, des révolutions économiques, mais également des révolutions philosophiques. On a changé la manière de penser. Mais certaines régions de France, très reculées, restent à l'écart, restent isolées de toutes ces avancées, et c'est le cas notamment du Gévaudan. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, les moyens de communication sont assez, on va dire, houleux pour y accéder. En hiver, il n'est pas rare de voir la région qui reste isolée pendant plusieurs mois. Et donc on a justement cette région qui vient un petit peu en autarcie par rapport au reste de la France et surtout par rapport à Paris. De ce fait, le Gévaudan va rester fort ancré dans la religion et dans toutes les superstitions qui peuvent tourner autour. Mais ça, nous y reviendrons dans un instant. Mais revenons-en à notre bête. Celle-ci est insaisissable et continue à tuer. C'est alors que le capitaine Duhamel, issu d'un régiment des dragons, va se décider de régler l'affaire, si on peut dire ainsi, et va en étroite collaboration avec la noblesse locale organiser des battues. Pour Duhamel, la bête n'est qu'un simple loup et il sera très facile de la débusquer. Et ce ne sera pas le cas. Duhamel est inefficace et la bête continue à tuer. Pire, des témoignages affluent et vont rendre la psychose encore plus grande. On a entendu que 2 chasseurs se seraient retrouvés face à la bête, qu'ils l'auraient pointée avec leur fusil, qu'ils auraient tiré dessus à bout portant et qu'elle se serait relevée les 2 fois où elle aurait été touchée. La psychose, comme je l'ai dit, est totale et va gagner le reste du pays. Les paysans sont illettrés et ne peuvent donc pas lire les journaux. Du coup, les informations vont se transmettre par le bouche à oreille et les différentes gravures qui proviennent des témoignages. L'histoire d'un monstre sanguinaire, d'une bête féroce et d'un démon se répand partout en France.
De fait, le 31 décembre 1764, l'évêque de la ville de Mende, Monseigneur de Choiseul-Beaupré, va sermonner ses fidèles dans un mandement passé à la postérité. Il va y expliquer que c'est le Seigneur qui envoie ce fléau sur la population pour punir celle-ci de ses péchés. Les journaux de l'époque vont justement aider notre bête à devenir célèbre, notamment le Courrier d'Avignon et la Gazette de France qui vont relayer tour à tour les différentes informations que l'on a pu avoir concernant ces meurtres, et ce qui devait arriver arriva, l'histoire arrive aux oreilles du roi de France. Pour couronner le tout, c'est le cas de le dire, les puissances étrangères et notamment l'Angleterre vont avoir vent de cette histoire et vont justement se moquer de Louis XV car il est incapable de protéger ses sujets, il est incapable de protéger sa population face à une simple bête. Alors dans le contexte historique, qui plus est, c'est un problème pour Louis XV parce qu'il vient justement de perdre la guerre de 7 ans. Alors, pour couronner le tout, et c'est ce qui va vraiment convaincre un petit peu plus le roi d'agir en Gévaudan, eh bien, il a dans ses ministres un ministre qui s'appelle de Choiseul. Vous l'avez deviné, c'est un membre de la famille de l'évêque de Mende. Et sur les conseils et la requête de celui-ci, eh bien, il va décider de prendre personnellement les choses en main. Nous sommes en 1765 et le roi va charger Martin de Neval de résoudre le problème. Alors qui est ce Martin de Neval? Eh bien cet homme est considéré comme le meilleur chasseur de loups du pays. Le petit problème pour notre sieur de Neval, c'est qu'il ne connaît pas du tout le Gévaudan. Et il va vite déchanter. Il va se retrouver dans un territoire, dans une région où il ne comprend rien à ce qu'on lui raconte parce qu'il ne parle pas le patois, il est mal vu parce que c'est un étranger, il pratique une chasse où il empoisonne les dépouilles, ça ne plaît à personne, mais le résultat c'est que c'est un nouvel échec. Ça fait des semaines que nous cherchons cette bête et nous ne la trouvons pas. C'est de la sorcellerie, messieurs, on n'y comprend rien. Bon, nous n'avançons pas. Je pense qu'il est temps de sortir des sentiers battus, Jean. Attendez, messieurs. Ouh, c'est bon, messieurs, le sentier est battu maintenant. Notre bon Louis XV est exaspéré. Il en a ras-le-bol, pour rester poli, de cette bête qui n'arrête pas de le narguer et de défier son autorité, et il va finir par envoyer son porte-arquebuse, François-Antoine, en personne au Gévaudan. C'est un petit peu comme si c'était le roi qui se chargeait de l'affaire. En septembre 1765, notre porte-arquebuse flamboyant, François-Antoine, va tomber nez à nez avec un gros loup. Il y voit une belle opportunité. Il va tuer l'animal, il va le ramener à Versailles. Là, il sera empaillé, il sera naturalisé sur les conseils de Buffon, le naturaliste attitré du roi, et non pas le gardien de l'équipe d'Italie. Et justement, on va exposer cet animal à la cour afin de bien faire comprendre à tout le monde que personne si bas sur cette terre, même pas une bête, ne peut défier l'autorité du roi Louis. Alors, dans les faits, cette histoire arrange un petit peu tout le monde, surtout à Paris, car si on a tué la bête officiellement, quoi qu'il advienne au Gévaudan, ce n'est plus la bête. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. 2 mois après la mort du loup de François-Antoine, les meurtres vont reprendre. Et durant les 2 années qui vont suivre, la bête agira et tuera impunément en Gévaudan. Il faudra donc attendre 1767 et l'intervention d'un certain Jean Chastel pour que la bête finisse par mourir. Il s'agit d'un vieux paysan qui en a plus qu'assez de cette histoire. Il participe à une battue organisée par la noblesse et va tomber nez à nez avec notre bête. Il ne perd pas son sang-froid, arme son fusil et abat celle-ci. Passé cette date, les agressions cesseront, les meurtres s'arrêteront. On peut donc attribuer à Jean Chastel la mort de la bête du Gévaudan. Ceci marque donc la fin officielle de la bête du Gévaudan. Mais qu'en est-il concrètement? Quel était cet animal? Était-ce un loup? Était-ce une meute de loups? Était-ce une hyène? Était-ce un loup-garou? Était-ce un complot fomenté par la noblesse contre sa population? Était-ce Jean Chastel qui a dressé lui-même l'animal pour pouvoir l'abattre et récolter la gloire par après? Si vous voulez une réponse à toutes ces questions, je vous dis à toutes et tous, à dans un mois, dans le prochain épisode.